Mais si de temps en temps je fais des bavures, c'est normal. Après tout, nous sommes des singes. Il n'y a pas de preuve à cela, ce n'est qu'une théorie, ça n'a pas été prouvé. Au contraire, plus on approfondit, plus on voit que c'est impossible. Donc il y a une explosion de lumière, comme la Torah le dit. Première chose qu'on voit, il y a dit or qu'il y a lumière, va y or, il y a eu lumière. À une époque, Dieu a transformé une partie de l'humanité en singe. Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Henri Arié Ben-Galia et pour la réfouachement, la guérison complète et rapide de David Meyer Ben Sarah Naomi Esther Ben Ilana Hana. Alors la question de Nissim. Qu'est-ce que pense la Torah de la théorie de Darwin? Que pense la Torah de Darwin? Ce sont des bêtises. Ça veut dire c'est quoi Darwin? Darwin, la Torah, elle accepte, le Malbim, il écrit comme ça, qu'il y a eu dans la création une progression. Comme on le voit dans le récit de Bereshit, d'accord? D'abord, il y a eu les poissons, après les volatiles, après les mammifères, etc. Et il y a eu aussi entre la création d'espèces intermédiaires. La grande différence entre Darwin et la Torah, c'est que Darwin dit c'est le hasard qui a fait, et la Torah dit non, c'est une création. Création, c'est pas par hasard. Maintenant, Darwin lui-même, il faut savoir, aujourd'hui, dans le monde occidental, on enseigne et on accepte que la théorie de Darwin, elle est vraie. Mais celui qui approfondit voit que c'est un grand mensonge. Darwin lui-même, il a dit, ma théorie ne peut résoudre le problème de l'œil. Comment des cellules, tout à coup, pas par induction, induction, c'est-à-dire qu'il y a une volonté intérieure, tout à coup, par hasard, des millions ou des milliards, je ne sais pas combien il faut de cellules pour faire un œil, en tout cas des millions de cellules, décident de créer un rond parfait. Et d'un côté, elles vont mettre des cellules photosensibles, de l'autre côté, un trou. Rien que ça, c'est beaucoup plus complexe que l'œil, mais rien que ça. Comment des cellules font ça? C'est impossible. Et Darwin même, donc l'auteur de la théorie, dit « je ne peux pas expliquer ça ». Alors j'ai vu une fois une émission, il y a 30 ans, alors ils montraient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, on a une plaque de cellules, puis après ça commence à être un peu plus profond, un peu plus profond, puis ça fait un rond. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu rendre le problème moins méchant en faisant par façon très décalée. Mais c'est la même chose. Même sur 10 millions de milliards d'années, tu ne peux pas avoir comme ça tout à coup des millions de cellules qui se mettent ensemble, tout rond, avec une photosensible d'un côté, c'est pas possible. Le vrai problème est le suivant, c'est que ça arrange tout le monde dans le monde occidental, la théorie de Darwin. Parce qu'il n'y a pas 40 000 théories, où le monde est le fruit du hasard, et nous aussi. Et je suis descendant d'un singe, d'accord? Alors dis merci que je ne trompe pas ma femme tous les jours, mais de temps en temps, il ne faut pas oublier que je suis un singe, d'accord? À l'origine. Donc dis merci que je ne mange pas des bananes et je ne me gratte pas toute la journée. Mais si de temps en temps je fais des bavures, c'est normal. Après tout, nous sommes des singes. L'autre théorie, c'est non, il y a un Dieu. Et s'il y a un Dieu, il y a une création. Et s'il y a une création, il y a un but. Et il y a une morale. Et il y a des lois de ce Dieu. C'est super casse-pied. C'est super casse-pied. Donc, évidemment, la personne est là, un shochad, un pot de vin énorme, à dire « Oh, bienfaiteur de l'humanité Darwin, qui nous prouve par A plus B, soi-disant, il n'y a pas de preuve à cela, ce n'est qu'une théorie, ça n'a pas été prouvé. Au contraire, plus on approfondit, plus on voit que c'est impossible. » Je recommande la lecture du Rav, la lecture du livre qu'a écrit le Rav Mordechai Bitton sur l'évolution. D'accord? Un livre entier très intéressant. Là-bas, il explique par A plus B toutes les erreurs énormes et tous les canulars qu'on raconte là-bas. Donc, c'était quoi la question? Par rapport aux ossements qu'on trouve de créatures qui ne sont pas permanentes. Alors, il y a une chose qui s'appelle le déluge. Bon, j'ai fait un cours entier là-dessus, mais je vais essayer d'expliquer rapidement. Le problème, il commence avec la datation du monde. Quand le monde est-il créé ou formé, d'accord? Nous, on dit 5785 ans et 1, 2, 3 mois environ. 3 mois un peu plus. Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, 4 mois et quelques. Bon, le monde
des non-croyants, dit 13,7 milliards d'années. Big Bang. En parenthèse, Big Bang qui est une nouveauté phénoménale. Big Bang, ça date de 1965. J'avais 5 ans. 2 employés de la compagnie de téléphone anglaise Bell, un s'appelait Wilson et l'autre s'appelait Spencer, si je me souviens bien. Ils sont en train de mettre leur antenne et il y a un bruit de fond qui dérange sans cesse. Et ils ont compris que c'était, pour finir, c'était en fait l'écho du Big Bang. Parce que quand on fait un très grand bruit, ben, l'onde, elle part, et puis l'onde du Big Bang, ben, elle tourne encore dans le monde. Ils ont reçu pour ça le prix Nobel. Dès lors, le monde scientifique a accepté, il y a un début. Avant, c'est la théorie grecque qui disait que le monde a toujours été présent. Et une fois, un astrophysicien juif non pratiquant est allé voir Einstein, lui a dit, écoutez, d'après les chiffres, c'est pas possible, elle ne tient pas cette théorie grecque. Il y a un début. Il dit, non, ne me raconte pas des histoires. Un autre est venu le voir 2-3 ans plus tard, il lui dit, vous m'agacez avec ces théories de dire qu'on n'est pas dans un monde qui a toujours été là. Alors évidemment, si on dit qu'il y a un Dieu, ça la fout mal. Ça la fout mal. Les envies les plus puissantes chez l'homme sexuel, on te dit non. Oh, insupportable, on est prêt à tout casser pour pouvoir faire ce qu'on a envie. Et pourtant, il s'avérait qu'il avait tort, et qu'effectivement, il y a eu Big Bang. Donc il y a, comment appeler cela? Créateur. Aujourd'hui, la majorité des astrophysiciens sérieux croient en une création. Ça, c'est quand on dit qu'il n'y a rien, tout à coup il y a eu. Maintenant, au niveau de la précision de ce monde-ci, des très grands astrophysiciens disent c'est clair que Dieu existe. Et plus on avance, plus ils vont dans ce sens. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas expliquer autrement que par une création. Donc, un exemple, moi ça fait très longtemps que je ne suis plus dans le coup, hein, mais il y a 30-40 ans, il y avait un très grand astrophysicien qui s'appelle, si je me souviens bien, je prononce bien, Trinh Chong. Quelque chose comme ça, vietnamien, dont je les ai écrits encore dans mon tiroir dans mon bureau, qui donne plusieurs exemples qui est un créateur. Il appelle ça un grand architecte. Il donne l'exemple suivant. Il dit que lorsqu'il y a eu le Big Bang, d'abord il n'y a pas, du coup il y a, bon, ça c'est phénoménal, mais admettons, qu'est-ce que j'en sais? Il peut y avoir d'autres solutions qu'un Dieu. Et donc il y a une explosion de lumière, comme la Torah le dit. Première chose qu'on voit, il dit « Or, qu'il y a lumière », il y a eu lumière, explosion de lumière. Et donc il y avait une petite boule qui contenait toute la masse du monde. En fait, c'était même pas de la matière, c'était du magma. Ça explose et se crée ce qui s'appelle une soupe de particules élémentaires. Ce n'est pas un cours de Torah, hein, c'est un cours d'astrophysique. Mais bon, ça rejoint la Torah quand même. Soupe de particules élémentaires, c'est même pas encore des atomes, c'est rien, des petites particules de rien. Maintenant, explique Trinh Xuan qu'il fallait qu'il y ait un équilibre dans la densité de cette soupe de particules élémentaires. Si elle était trop épaisse, alors il y a 4 forces à la base du monde. La première force, c'est Newton, l'attraction. Quand je prends mon mouchoir, je lâche, il tombe par terre. Pourquoi? Et qui disent parce qu'il y a un aimant dans la terre, c'est des bêtises. Parce qu'il y a le noyau de la terre, c'est des bêtises. Pourquoi quand je lâche le mouchoir, ça tombe? Parce que la terre, elle a une masse. Et les masses s'attirent. Et comme expliquait un ami astrophysicien, le mouchoir aussi, il attire la terre. Parce qu'il a aussi une masse, mais très peu, alors c'est négligeable. D'accord? Chaque masse attire. Maintenant, les petites particules élémentaires s'attirent. Donc, si maintenant la soupe elle est épaisse, ils vont s'attirer, et tu auras un Big Bang, après un Big Crunch, tu reviens en petites boules comme ça, terminé. Si au contraire, les particules élémentaires sont très éloignées, la soupe elle est beaucoup trop liquide, on va dire, d'accord? Tu as une particule élémentaire ici, à 1000 années-lumière, tu en as une autre. Il n'y a aucune attirance. L'attirance 42 est trop petite et ça reste à l'état de particules élémentaires. Pour qu'il puisse se créer un monde que nous avons comme nous, avec des étoiles et des molécules et un monde, il fallait un équilibre qui équivaut à... Je t'ai raconté ça une fois ou pas? Phénoménal. À la précision qu'il faudrait à un archer pour envoyer une flèche dans une cible qui fait 1 cm de côté. Tu as fait du tir à l'arc?
Jamais? Si, j'ai déjà vu. Ben voilà. Alors, je te mets maintenant une cible qui est à 10 mètres. Je te le mets à 2 mètres. Tu arrives à mettre la flèche dans 1 centimètre de côté? À 2 mètres, tu peux. À 10 mètres, peut-être sur 1 million de flèches que tu vas envoyer, il y en a une qui va tomber là-bas. Maintenant, lui, il dit combien? Pas à 10 mètres, pas à 10 km, pas à 10 000 km. Il dit un archer qui se trouve à un bout du monde, la cible se trouve à l'autre bout du monde, et il tire du premier coup, il met dedans. Ça veut dire qu'elle fait 13,7 milliards d'années-lumière la flèche. 13,7 milliards d'années-lumière. C'est une chance sur des milliards de 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 milliards que ça se fasse un truc pareil. Ça, il dit, c'est un exemple. Et comme ça, il y en a plusieurs, j'ai oublié, d'accord? Quelqu'un d'honnête, il dit, bon, ben, ça va, on a compris. Attends, on a tellement d'autres preuves comme quoi la Torah est vraie, qu'il y a un créateur, regarde le peuple d'Israël, qu'il n'y a pas de génération, on ne veut pas nous anéantir. Et on survit 2000 ans en exil, sans armée, sans rien, et on revient sur nos terres, et nos terres donnent les fruits, et on revient vers la Torah, ben, allez. Mais, si un créateur, on est bien embêté, le matin, pas de sieste, il faut se lever pour la prière, la copine de ton voisin, ben, tu ne peux pas la draguer, d'accord, etc. C'est ça exactement, c'est ça le seul point. Alors, comment on va régler le problème du temps? Parce que c'est vrai, dire que le monde il a 5785 ans, un scientifique qui te rigole au nez, d'accord. En plus, on a toutes sortes d'ossements qui datent de machin, etc. La réponse est extrêmement simple. Il y a une chose qui s'appelle la relativité mécanique. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes ensemble en voiture, tu me passes un objet. À quelle vitesse tu me le passes? 1 à l'heure. Mais en fait, on roule à 150 à l'heure. Alors, l'objet, il est à 150 à l'heure ou il est à 1 à l'heure? Il est à 1 à l'heure ici, mais à 150 à l'heure pour le type que tu vois de l'extérieur. Donc, c'est ça la relativité. Tout dépend du référentiel dans lequel tu es, ce que tu observes en fonction, on dira qu'il y a une vitesse ou il n'y a pas de vitesse. Idem le temps. Et là, après avoir critiqué Einstein, il avait quand même une grosse tête, d'accord? Alors, Einstein, il a dit un truc qui est très bien, qui a bien expliqué son élève qui s'appelait Longuehumain. Il a dit, de même qu'on aura la relativité mécanique, on a aussi la relativité au niveau du temps. Le temps, moi je viens de Suisse, heureusement qu'il y a une chose, pour les Suisses, qu'il y a une chose qui s'appelle la linéarité du temps. Le temps ne change pas. Chaque seconde est comme la seconde d'avant et comme ça. Sinon, tout le monde suisse ne serait plus à l'heure. Et toute l'économie suisse tomberait à l'eau. D'accord? Le temps ne bouge pas. Vient Einstein et Longuehumain, ils disent non, ça dépend. Dans un contexte où tu as les mêmes données, les données matérielles, qui sont notamment la masse et la vitesse de déplacement, alors, dans ce même référentiel, le temps ne change pas. Mais change maintenant ces données-là, alors le temps va changer. Et Longuehumain donne l'exemple suivant, il dit on a 2 frères qui sont jumeaux, les 2 ont 20 ans aujourd'hui, et reçoivent comme cadeau une montre Rolex suisse, toujours à l'heure. Le frère aîné, vu qu'il est aîné, reçoit un cadeau supplémentaire, un tour en navette spatiale dans l'espace à une vitesse qui voisine celle de la lumière, très rapide, 24 heures. Longuehumain dit, le type il fait son tour de 24 heures dans la navette spatiale, revient sur Terre, quel âge il a? Il avait 20 ans, c'est son anniversaire, quel âge il a? 20 ans et 1 jour. Au niveau de ces cellules, il y a une progression des cellules de 1 jour. En attendant sur Terre, 1000 ans sont passés. Son frère jumeau mort, la montre Rolex garantie anti-rouille rouillée dans la tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? On a changé les données. La vitesse rapide fait que le temps chez toi est différent. Et pourtant, tu vis 24 heures. Mais sur Terre, c'est 1000 ans. Donc on peut voir qu'on a une relativité du temps qui dépend, entre autres. C'est très intéressant parce que le Ramban, Einstein, Kolakavod, mais le Ramban, il y a 800 ans, Nachmanide, il écrit dans le 2e, 3e verset de la Torah, il dit le temps commence avec la matière. Parce que la matière est écrite, c'est Einstein. Pas de matière, pas de temps. D'accord. D'ailleurs, j'ai ce même astrophysicien qui m'a dit que le mouchoir aussi l'attirait. On a parlé une fois, il m'avait expliqué les trous noirs. Les trous noirs, ce sont des étoiles énormes, qui sont tellement grosses que
il y a ce qui s'appelle une force d'échappement. La lumière, c'est une étoile de milliards de degrés, d'accord, qui éclaire terriblement, mais elle est tellement grosse qu'elle attire vers elle même les photons, les particules de lumière qui veulent se dégager, et ben elles sont happées par cette étoile-là, et tout ce qu'il y a autour, dans des millions d'années-lumière, sont happés dans ces trous noirs. Il m'a dit, et dans ces trous noirs-là, le temps s'arrête. Il m'a dit, il ne me demande pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas, mais le temps s'arrête. Donc on voit que lorsqu'il y a des masses très importantes, le temps, ça influe sur le temps. Comment on passe les vacances là-bas quand le temps s'arrête? Je ne sais pas, d'accord? Oui, le Rabbi Nami nous avait expliqué le jour pourquoi le temps s'arrête. Tov. Maintenant, prenons pas le trou noir, prenons Big Bang. Ce n'est pas un trou noir, c'est une petite boule qui n'est pas comme le trou noir, qui est une masse énorme, c'est la masse du monde entier, tout réuni dans une petite boule. Le temps, qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est clair que le temps de l'observateur qui est sur place, tu es un grand physicien, astrophysicien, tu es envoyé par Science et Vie en mission spéciale faire un article sur la création du monde. Et on te met un petit podium sur l'épaule du bon Dieu et tu regardes ce qui se passe. Ah, Big Bang, ça éclate, machin, tout ça, tu as le chronomètre, tu regardes, hop, tu reviens après à la rédaction, voici ce qui s'est passé. Et tu racontes ce qui s'est passé pendant, on appelle l'article, les 24 premières heures de l'humanité, online, en direct, en live. D'accord? Maintenant, les spécialistes de Science et Vie, ils disent, mais ça ne tient pas la route ce que tu m'écris là. Ce que tu m'écris que ça a duré 24 heures. Nous, dans les télescopes, dans nos télescopes, on les voit, ça a duré, allez, disons 10 milliards d'années. Qui a raison? Les deux. Toi, tu es sur place. Donc, compte tenu des conditions physiques qu'il y a sur place, de masse, de vitesse d'éclatement, le Big Bang, d'accord, tout ça, c'est 24 heures. Nous, qu'on est dans notre petite terre adorée, d'accord, et on observe là-bas un objet, ça a duré 10 milliards d'années. Les deux sont vrais. La Torah ne parle pas d'après mon point de vue aujourd'hui sur Terre, il parle du point de vue de Dieu sur place. Si tu étais sur place avec Dieu sur le petit podium, tu aurais vu aussi 6 jours et Shabbat. Et voilà. Maintenant. Attends. C'était des jours normaux. Si tu étais là-bas, c'était des jours normaux. Mais nous, on a l'impression que c'est beaucoup plus long. Tu comprends? J'avais entendu que c'était le Maboul qui avait... Alors maintenant, on arrive au Maboul. Ça va pour expliquer la datation du monde. Mais qu'est-ce que tu as avec les nonos des dinosaures? Des dinosaures, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on voit un nonos d'une époque, etc. Alors il faut comprendre qu'il y a eu durant l'histoire aussi un moment où le temps s'est arrêté. Il y a eu une autre dimension du temps. C'est pas dans le déluge. C'est marqué Hamazalot lo shimshu. Les mazalot, le système cosmique n'a pas fonctionné. Dieu a pris certaines étoiles, il a arrêté, et il y avait une autre. Alors, dans l'arche, c'était 1 an. Mais 1 an de l'arche, dans l'heure référentielle. À nous, il se peut que cette année du déluge, c'était 2 milliards d'années, ou quelques millions d'années. Donc, tout ce qui est antidiluvien, c'est-à-dire avant l'époque du déluge, tu as des animaux spéciaux, tu as des eaux spéciaux, tout ça, qui à nos yeux aujourd'hui, quand on prend le NOS et on regarde le carbone 14 ou autre moyen, bien que ce n'est pas du tout clair que le carbone 14 soit une bonne vérification, ça a des millions d'années. Pas de problème, mon cher René, parce que dedans, tu as l'année du déluge, qui pour nous sont des millions. Et voilà. Donc ça règle tous les problèmes. Les eaux qui ressemblent aux humains, mais qui... Alors quoi, s'il y a un os qui ressemble à l'humain? Il y avait des humains aussi avant le déluge. Mais là, c'est-à-dire qu'ils ont montré que... Ils ont reconstitué les eaux, ouais. Ils ont montré que c'était... un humain, mais un peu modifié comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On appelle ça le chaînon manquant. Entre le singe le meilleur, d'accord, et ça change tous les 10 ans. Une fois c'était l'Homo erectus, après c'était l'SD qu'on appelle Lucie, d'accord. C'est quoi Lucie? Ancêtre de toute la série. Ouais, mais pourquoi ils l'ont appelé Lucie? Parce que les archéologues, ils écoutaient, lorsqu'ils ont découvert une chanson des Beatles, Lucy in the skies with diamond. T'as pas connu? Lucy in the sky, c'est ma jeunesse, with diamond. D'accord? LSD. Lucy in the skies with diamond. LSD. D'accord? Alors, ils l'ont appelé Lucie. Puis après, tous les 10 ans, tu as un nouveau singe, qui est le singe qui a été élu pour être le dernier des singes. Mais ils n'ont jamais réussi à trouver
celui qui fait la transition entre singe et être humain, ce qu'on appelle le chaînon manquant. Et si on prend les sources de Chazal, ça va autrement. C'est-à-dire, c'est écrit dans Bereshit Bara qu'à une époque, Dieu a transformé une partie de l'humanité en singe. Non, c'était déjà la génération de Shet, la génération du petit-fils de Adam, bien avant Babel. Donc tu as des singes êtres humains, ça c'est les êtres humains qui ont été transformés en singes. Bon, alors donc on a répondu là pour les ossements, tout ça, c'est bon? Bon, ben on va s'arrêter ici. D'autres choses à dire? Ceux qui sont intéressés, en plus long, avec les sources, j'ai fait 4 cours, il y a bien longtemps, il y a une vingtaine, 25, 30 ans, qui s'appelle L'âge du monde. 4 cours avec toutes les références, etc., beaucoup plus développés. Je recommande de regarder ce cours-là. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.